Dans ce Time to Talk, nous sommes à la Cité, dans le 2e arrondissement parisien, où s'ouvre une exposition, Big Bang, consacrée aux diamants naturels. Ça nous donne l'occasion, dans Time to Talk, de parler de la place du diamant dans l'horlogerie. Nous recevrons David Kelly, le CEO du Natural Diamond Council, qui viendra nous parler de cette place du diamant. Et ensuite, nous recevrons Arnaud Poujade, cofondateur d'Okara et Ochrono, un ancien insider de l'industrie du diamant, devenu un des tout premiers détaillants horlogers français. Bienvenue sur Be Smart for Change. C'est tout de suite dans Time to Talk. Pour cette interview, nous avons le plaisir de recevoir David Kelly, le CEO du NDC, le Natural Diamond Council. Ici à Paris, il est venu de New York, il nous fait le plaisir de sa présence. David, good morning. Good morning. So, tell us a little bit about the Natural Diamond Council, the mission, what it stands for, because diamond is a subject that is not very known to the public, it seems, and so they need a little bit of guidance, let's say, to apprehend the subject. Yes, I think everybody knows diamonds. I think I'm yet to meet anybody in the world that doesn't know what diamonds are, particularly in jewellery and worn on the red carpet. And so diamonds themselves are very well known, but what many people don't understand is the origins of diamond. So our role as the Natural Diamond Council is to help explain and people understand what it is about the diamond, the natural diamond, what it is about the diamond industry that results in this beautiful gem that most people see in jewelry. Very well. So talking about the industry, as you said, what are the numbers, the big numbers of the industry today? How many carats are extracted today? Where are they extracted? Versus, and this is going to be a subject today, because we see that there is a lot of synthetic diamonds as well on the market, and we'd like to understand, which is which. What are the proportions of the industry here? Yes, so, well, firstly, synthetic diamonds don't report as an overall industry, so I can't specifically speak to the numbers of synthetic diamonds, but for natural diamonds, around just over 100 million carats a year are recovered. So it's that number's been declining for the last 10 to 15 years, so it's a constantly declining number. Forecasted diamonds are forecasted to come to an end, natural diamond recovery, in the next 30 to 50 years. So it's a finite resource that is slowly being depleted. So what you're saying is that we have reached the peak of extraction somewhere around 2015? Yeah, somewhere around there, probably before there was peak extraction. Right. Large mines are now reaching their end of life. So for example, there was a major mine in Australia called Argyle that closed just over 2 years ago, and that was about 8% of the world's production of diamonds. And there are no new deposits that have been found in a number of years. So although there's exploration always happening, there have been no new major deposits. So that's why I think the industry, is confident in its forecast that the recovery of diamonds will come to an end somewhere in the next 30 to 50 years. So we have less and less natural diamonds potentially on the market, and yet we see the brands that are advertising them or putting diamonds at the heart of their strategy. And I'm talking about watch brands here. Mm-hmm. We see that the importance of diamond, watches with diamond, is taking a more and more significant place for some big brands. So how are we going to cope with this? How's the interaction between an organization like yours, an industry like yours, the natural diamond, and the brands? Yes, the brands and their clients obviously appreciate the rarity and individuality of diamonds. Interestingly, in the watch market, diamonds have become much more prevalent in men's
watches. So up until the last few years, diamonds were frequently used in ladies' watches, but now in men's watches we're seeing a lot of natural diamonds as well. So yes, but it's like all scarce resources. It's something that can't be produced. It's something that can only be recovered, and that over time, cultures will evolve, but they will become more scarce, and therefore they'll become more valuable. So, and this was going to be my next question, where are the prices of natural diamond going to head at? Because less and less, meaning price is going to be up and up. Yes, I mean that would be the natural conclusion from it all. So we can only look at the here and the now and say, well, look, what are the likely impacts on that? So again, working on the fundamental rules of economics, that as the supply becomes more scarce, that price will go up. That's what we are anticipating. That's also been proved over the last 30 years. Prices in the short term have always been cyclical, like any scarce commodity. But over the long term, diamonds have always been shown to appreciate in value. So it's why we anticipate that trend continuing. Very well. Keeping in mind this value versus price, how does the natural diamond compare to synthetic diamonds? Yeah, so synthetic diamonds over the last 4 years have declined in price between 80 and 90% at retail. So they've undergone a significant reduction in price. And that follows the pattern of all technological materials. As the technology evolves, as the capacity increases, as more entrants come into the market, as the market becomes more sophisticated, every technology over a period of time, gets considerably cheaper. And that's exactly what we anticipated with lab-grown diamonds. That's exactly what has happened. So I think now that consumers really understand that something that is made in a factory that can be produced at huge scale, that each one is a copy of another one, is a very different proposition from a natural diamond. A natural diamond is created, or was created billions of years ago, deep beneath the Earth's crust. It's an incredible coincidence of nature. It was heat and pressure that created them, followed by volcanic eruptions that brought them to the surface that enabled us to recover them. So it means that each one is individual and unique, and that's very different from a product that is created to order in a factory. You can pretty much in a factory say however many I want of what type of diamond and what size, that can be done. So I think with now the significant price differential between lab-grown diamonds, synthetic diamonds, natural diamonds, that the consumers now understand that these are very different propositions and what the values of each are. Very well. So, taking this into account, we've seen the oil companies moving from carbon energy and investing into alternative energies, wind, solar, you name it, because we've reached a peak for oil extraction and they have to find other outcomes. What would be, for the industry of diamond, the next move if we're coming to the end of diamond extraction? Yeah. So the parts of the industry that we're most impacted will be the countries from which diamonds are recovered. So if I give you the example of Botswana, a third of the GDP of Botswana comes from natural diamonds, 2/3 of their foreign currency. So it's incredibly important to their economy, and as you rightly point out, that what comes next, because if it's such an important part of your economy, you have to anticipate when that situation is no longer there. And what all of these producer countries are doing exactly that, and saying, how can we develop skills? How can we develop industries probably related to the original industry? But transfer those skills and make them, have a utility for years to come. So for example, in Botswana is the manufacture of jewelry.
well, we'll always be able to produce jewellery. So is that a part to play afterwards? Might surprise you, but technology is a major part of this industry. The actual diamond industry is a very technical industry. There's a lot of technical know-how, and so engineering and IT and AI and those areas are areas where the skills developed within the diamond industry can be transferable. Even the roles of marketing and communication is to say, okay, well, look, in the future, how are we going to become a hub for marketing and communication? I was in Botswana and meeting with them and producing content, producing TV shows, etc. So it's very interesting speaking with these governments who have a very strong awareness of how do we use the benefit of this natural resource to make sure that we are empowering our people for generations to come, and that we don't waste this opportunity. Absolutely. And this is, I mean, the sustainability part in the whole diamond industry is vital, especially for these countries who rely vastly on the diamond industry. Yeah. And again, people often have this question of how sustainable is a diamond, because we all have different backgrounds and different images in our heads relating to diamonds, beyond the fact that it's a beautiful, shiny object. What's the sustainability strategy for the diamond industry, the natural diamond industry? Yeah. And how can we oppose this to the synthetic diamonds as well? Because there are, excuse me, David. Yeah. My question is No. I'm going to try not to lose you, but it's very often put in front of each other. Say, synthetic diamonds are more sustainable. It's probably questionable. What's your take on that? So I would say to anybody, claims around sustainability are being made by everybody now. And it's very, very difficult for the consumer to understand which are legitimate and which aren't. And even, do you have the time to go and investigate the product that you're buying to ensure that loose claims around sustainability are made? And authorities in every country are trying to bring in laws that make sure that when people claim sustainability, that they are clearly justifying that claim through independent third-party research. So I would encourage everyone to not take it for granted when a sustainability claim is being made, particularly if it hasn't got any substantiation behind it. I would pretty much ignore it. Yeah. What I would say for the natural diamond industry is that the sustainability has been at the heart of it from long before, when it became a buzzword and something to talk about. So this has been a key part of the industry for the last 2 or 3 decades. And a big reason why is, coming back to the countries where they're recovered from, diamonds have to leave a lasting impact in those countries. These natural resources belong to those countries. They don't belong to anybody else, they belong to those countries. And those countries have done an incredible job of ensuring that they create a positive impact. So for example, 80% of the value of a rough diamond typically stays within that country, through tax, through royalties, through sourcing, through joint ventures, through all sorts of financial mechanisms. That money stays within the country. And so what the impact of diamonds on these countries, as I mentioned earlier on, is absolutely significant. On the people of these countries, it's significant. It gives the people of Botswana free education. It builds roads, it builds hospitals, it builds an infrastructure that then empowers people. So sustainability is, a lot of the time, is used in the term of not damaging the world, the planet, the environment. But in the case of natural diamonds, there are many examples where actually it's a significant positive impact, which generally you don't get in man-made products, because the only stakeholders that seek to gain are the shareholders. That's how commerce and business works. Indeed. But genuinely, where you have responsible practices in mineral recovery,
managed properly, it can have a huge positive impact in these countries. And we're going to stay on this very positive note. We'll have to stop here for this interview. Thank you very much, David, for being here today with us. And thank you for the tips that mainly people are going to use because it's Christmas season after all. Great. Well, it's been a pleasure. Thank you very much, David. See you soon. Thank you. Pour cette interview, je reçois Arnaud Poujade, cofondateur d'Okara et Ochrono. Alors Okara, Ochrono, déjà une belle réussite, 180 marques horlogères, puisque nous on parle d'horlogerie, plus les marques de bijouterie. Arnaud, comment tout ça a commencé il y a quelques années? Alors, bonjour, merci de nous inviter, de m'inviter. Nous étions dans le diamant, avant, dans le trade. Nous avions un bureau à Anvers et nous travaillions en collaboration avec des équipes en Afrique. La crise des subprimes s'est arrivée en octobre-novembre 2008 et du coup on a perdu nos filières là-bas et on a essayé de se réinventer. Donc on est retourné sur notre pays d'origine qui était la France et on s'est dit pourquoi pas amener le diamant sur Internet et c'est parti de là. Donc quand vous dites on, vous étiez déjà plusieurs cofondateurs potentiels d'Okara à ce moment-là? On était 3 associés sur les 5 aujourd'hui. Très bien. Okay. Alors l'évolution, puisque maintenant vous avez un peu de recul, depuis la création d'Okara et Ochrono, sans venir du monde de l'horlogerie jusqu'à maintenant, comment ça se passe? Parce que l'horlogerie, à l'époque, est un monde un peu raide. Comment on arrive en étant un outsider? Alors oui, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on a démarré par le bijou, donc le diamant, le bijou. Et le pendant du bijou, et notamment le bijou d'excellence, par excellence pour l'homme, c'est la montre. Donc on a commencé, je suis allé à Bâle en 2011 pour effectivement essayer de drainer et d'avoir des marques référencées sur notre site internet, parce qu'au début on n'était vraiment que web, que digital. Les portes ne se sont pas ouvertes. À cette époque-là, c'était un peu disruptif dans leur façon de penser et personne ne voulait vraiment travailler avec nous, en tout cas pas les marques premières. Donc on a commencé à essayer de travailler avec des marques un petit peu parallèles, des marques de niche qui avaient un vrai savoir-faire horloger mais qui n'étaient pas mass market. Et de fil en aiguille, on a montré qu'on savait travailler le produit, qu'on était aussi des passionnés, que ça nous intéressait. Et on a réussi à convaincre des marques premières de travailler avec nous. Et aujourd'hui, effectivement, on a 180 marques à notre catalogue. Je crois qu'on est le site le mieux représentatif de l'horlogerie en France et en Europe, sans parler des marques de luxe, vraiment, parce qu'on a un plafond, on est sur du moyenne gamme plus. Voilà. Et le fait de faire une vaste majorité des ventes en ligne aujourd'hui maintient cette espèce de plafond de verre, puisque quand on va acheter une montre à 8, 10, 12, 15 000 euros et plus, il est évidemment nécessaire pour la plupart des acheteurs d'avoir une expérience en magasin. Tout à fait. Donc très rapidement, on s'est rendu compte qu'il nous fallait, et que c'était une obligation pour certaines marques, d'avoir effectivement une boutique physique. Et c'est ce qu'on a fait au bout de 3 ans pour avoir justement ces marques qu'on cherchait à avoir, ces marques premières. Donc la légitimité du retail physique pour le coupler avec le online, ça a été la recette gagnante en fait, hein, là. Je pense. On a eu une période après où c'était tout online. Et les marques en sont revenues et elles ont compris qu'il fallait l'association des deux et on est sur du click and mortar pour beaucoup. Et je pense aussi que la boutique permet, puisqu'on est vraiment nous national, que 99% de notre chiffre se fait sur la France, donc c'est très intéressant au niveau data, au niveau partenariat avec les marques. Je pense aussi que ça permet de rassurer le client qui n'est pas à Paris ou en Île-de-France, parce que notre boutique est située en plein cœur de Paris, notre écrin horloger, puisque c'est un concept store aussi, c'est assez particulier. Et ça permet, du coup, de s'attribuer certaines marques qui ne voudraient pas être que web, et 2, de rassurer le client dans son achat. Et alors justement, côté marque, comment se fait la relation avec un Okara Ochrono qui détient quand même en termes de data énormément de choses par rapport aux marques? Comment elle s'appuie sur vous pour cette compréhension du marché?
On travaille en vrai partenaire, c'est-à-dire qu'on passe des deals avec eux, on a un accompagnement sur le stock et en contrepartie on leur donne aussi des datas, mais eux aussi nous donnent des datas sur leur marché parce qu'ils ont tous ces points de vente et ça permet d'être les plus pointus dans notre domaine, je pense. Ok. On parlait de retail, l'importance du physique. Okara aujourd'hui a une boutique rue de Rivoli à Paris. L'ambition future pour le retail d'Okara en France, comme on le voit chez certaines marques ou chez certains détaillants, est-ce que ce n'est pas la multiplication de ces points de vente pour être au plus près et pouvoir donner des bornes d'accès à la boutique à Lyon demain, à Nantes, à Bordeaux, à Lille? On est en train de travailler là-dessus, sur ce sujet, effectivement, d'un développement dans les grandes villes de France, en partenariat avec un groupe et quelques marques qui nous suivraient pour un accompagnement financier, parce que c'est beaucoup plus de stock et il faut de toute façon, pour un point de vente, être rentable. Nous, notre entreprise est rentable, elle est bien gérée. On essaye de... Voilà, c'est chercher une croissance, mais une croissance intelligente et rentable. Alors ça, le point du stock, extrêmement important, Oui. parce que très frustrant pour un client d'être à Lille et de voir que la montre qu'il voulait est effectivement disponible, mais au magasin de Marseille. Oui. Donc là, potentiellement, il faudrait multiplier le stock pour avoir le maximum de références dispo dans chaque lieu physique en France. Oui, exactement. Alors, ce qu'on essaye aussi de faire dans notre boutique, c'est d'avoir au moins une référence, enfin, une montre qui est représentative d'une gamme. Oui. Ce qui permet pour la taille, pour essayer, même si le cadran ou la finition n'est pas la même, au moins il peut l'essayer et se rendre compte du produit. On voit ce que ça donne au poignet, même si la déclinaison de cadran n'est pas forcément celle que l'on recherche. Exactement, donc on a quand même une expérience positive. Il y a un contact. Et c'est important, puisqu'on rappelle qu'une montre portée, c'est le seul moyen de savoir si elle vous va. Exactement, il y a une notion, peu on en importe parle sa peu, taille, mais... peu importe... voilà. Pardon, mais il y a une notion de confort, effectivement, ce que vous décrivez. C'est très important. Et pour les tailles aussi, aujourd'hui, on voit hein, sur le marché horloger la croisade contre les grosses montres. Oui. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'une montre qui fait 42 mm peut être tout à fait portée par un poignet plus modeste en termes de taille, si les proportions de la montre le permettent. Alors que ça peut paraître énorme si les proportions ne conviennent pas. Donc, encore une fois, essayer en magasin devient complètement primordial. Je pense essentiel, effectivement. Après, on a un droit de retour hein, qui est français, qui est imposé même au niveau européen. Donc le client, on a des très bons avis clients par milliers, donc ça le rassure. Et même s'il est en province, effectivement, il peut commander chez nous et il aura ce droit de rétractation. Voilà. On a fait le physique, on a parlé un peu de online. Maintenant, l'événement We Love Watches que vous avez créé, qui a été un succès, c'était le 12 octobre à la Samaritaine. Comment vous êtes venu à ce modèle-là? Pourquoi? Et qu'est-ce que vous en espérez? Alors, il existait un salon par le passé en France qui se tenait au Carrousel du Louvre et qui s'est arrêté. Et moi qui ai parcouru un petit peu le monde, en tout cas différents salons internationaux, avec mon associé, on en a parlé plusieurs fois, Grégory, alors lui c'est le directeur marketing. Et qui permet aussi à la société d'être rentable parce qu'on est très fort en SEO. Et il m'a dit oui, ça serait bien de créer un événement au début de l'année, à la rentrée, donc plutôt septembre-octobre, pour justement mettre en lumière l'horlogerie française. Par capillarité, ça parlerait aussi d'Okara en tant que revendeur, donc tout le monde est gagnant. Et moi j'ai essayé d'imposer, et ça c'est mon fait, que tout le monde soit logé à la même enseigne. Parce qu'ayant fait notamment le grand salon que vous connaissez, Baselworld, c'était un peu un concours de puissance. Et ce que j'ai cherché à faire, c'est vraiment chacun la même vitrine, le même kakémono, donc le même visuel, et on parle produit. Le package est standard pour toutes les marques. Exactement. Les grosses, les petites, les anciennes, les nouvelles. Exactement, et tout le monde est content de ce format parce que ça permet une proximité. Et c'est vrai que c'est la deuxième année, ça a été plutôt un succès, aussi bien pour les visiteurs que pour les exposants. Et cet échange avec les passionnés nourrit les marques, parce que souvent elles n'ont un feedback que par les revendeurs. Et le message n'est pas forcément direct ou peut être tronqué. Et là, elles ont vraiment des personnes qui leur parlent effectivement des proportions, de la couronne, de la lunette, de l'épaisseur, de l'entrecorne.
Voilà, et ça les nourrit pour eux plus tard développer et ressentir le marché. Donc là, c'est le retour marché en direct que les marques prennent. Elles viennent prendre ce feedback. Après le salon, après avoir discuté avec les marques qui étaient là, est-ce qu'il y en a qui ont eu des surprises? Ah mais toutes elles sont surprises. Toutes elles sont, comme je le dis, elles sont vraiment nourries, quoi. C'est vraiment une expérience qu'elles recherchaient. Et toutes me disent, bon, bah, l'année prochaine, on sera là. Voilà. Donc cette année, combien? Presque 80 marques, hein? Un peu plus de 80 marques. Un peu plus de 80 marques. 87 marques, pour être précis. Et à peu près 1500 visiteurs, avec beaucoup de presse. Voilà, donc on est assez content. C'est beaucoup de travail en amont. Je dois dire que sur cet événement, on est un petit peu mécène. Voilà, on arrive à l'équilibre. J'aimerais bien des partenariats de certaines institutions françaises qui doivent promouvoir l'horlogerie et la bijouterie. J'aimerais bien qu'elles nous aident aussi un petit peu parce que c'est encore une fois beaucoup de travail et on ne met pas énormément Okara en avant. On est vraiment, d'ailleurs, c'est We Love Watches, donc ça porte bien son nom. Voilà. Le message est passé. Oui, merci. Donc, sur ce salon We Love Watches, plusieurs montres en collaboration ont été révélées. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la Meistersinger édition Notre-Dame Oui. entre les mains, superbe. Okara fait de plus en plus, j'ai l'impression, de collaborations avec les manufacturiers horlogères. On essaye, on est de plus en plus sollicité. C'est un travail de Ça vient des marques qui veulent… Alors ça vient de moi au départ, parce que on est vraiment en 360. Enfin, moi je suis tous les blogs à l'international, je lis les forums, c'est beaucoup de temps, c'est chronophage, mais ça me nourrit aussi pour percevoir les tendances du marché. Et c'est vrai qu'on a cette expertise. Donc on a commencé avec une ou deux marques, ça a plutôt fonctionné. Et d'autres marques sont venues vers moi. Je sollicite aussi certaines marques, ça a été le cas avec Meistersinger. Et c'est quelque chose, c'est un élan qui ne va pas s'arrêter. Et s'amplifier, je ne sais pas. Il faut que ça soit proportion gardée, raison de garder. C'est quoi le rythme idéal des collaborations chez… Alors une collaboration, chez Okara il faut dire que c'est entre 6 mois et 1 an de développement. Hein. Avec les marques, des échanges, il y a beaucoup. Alors ça reste essentiellement sur le cadran, les index, oui. les aiguilles. On n'est pas sur un travail de boîte qui demanderait au niveau industriel beaucoup plus ni de mouvement, et ça a peu d'intérêt contraintes. pour le client final. Exactement. Voilà. Mais le cadran est un tableau, donc il y a moyen de s'exprimer et de changer et d'amener un nouvel angle aussi aux marques qui ont une certaine façon dans leur création de travailler et d'amener un regard nouveau. Et puis de bénéficier en tant que détaillant D'exclusivité. online ou offline, d'exclusivité, et de supporter la croissance et de la marque et du détaillant. Dans ce cas-là, Okara, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, c'est de la communication. C'est vraiment ça. Ouais. La suite chez Okara, La suite. quelles Okara, ambitions? Comme vous l'avez dit, c'est développement certainement de magasins, de points de vente locaux, et puis toujours essayer de prendre des parts de marché sur le web et de continuer à bien faire notre travail, aussi bien de recherche que de classification, que d'offres commerciales. Avec l'objectif qui reste en croissance malgré une industrie difficile? Une croissance mesurée dans un marché contrôlé. Qui est contrôlé, exactement, dans un marché qui est très très compliqué, oui. Oui, très compliqué, je vous confirme. Mais après, on est en période inflationniste, récessionniste, et tant que les salaires n'augmenteront pas, ça va être compliqué aussi pour tout le monde, tout secteur d'activité. Mais des développements à venir, on va rester sur cette note positive. Bien sûr. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous aujourd'hui, et à très bientôt sur Time to Talk. Merci à vous de m'avoir invité. Merci.